RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous, à la fois sur RMC le dimanche matin, vous le savez, mais aussi en vidéo sur 01 TV, la chaîne sur les box, et évidemment sur notre chaîne YouTube et sur 01net.com. De quoi je me mêle, votre rendez-vous de l'actualité high-tech tous les week-ends. Je suis très heureux de vous retrouver avec tout à l'heure un spécial Wi-Fi. Comment améliorer son Wi-Fi à la maison ? Notre docteur S Wi-Fi sera là et ce sera Victor Jakimovic qui va tout nous expliquer. Et vous verrez que justement, pas mal de nouveautés arrivent avec le Wi-Fi 6, de nouveaux systèmes aussi pour améliorer la couverture de son Wi-Fi à la maison. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mail avec le hashtag DQJMM. Et puis vous avez aussi la page Facebook qui vous attend. N'hésitez pas à nous y retrouver pour échanger sur l'actu de la tech. Je suis très heureux de vous retrouver, donc c'est parti pour De quoi je me mail. Et c'est l'heure du Club de la Presse IT avec nos deux invités qui vont commenter l'actu de cette semaine. Frédéric Bianchi est là. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Bianchi, journaliste, journaliste voisin de BFM Business qui est avec nous. Merci Fred. Avec plaisir. On va commenter ensemble l'actualité high-tech et je suis très heureux aussi de retrouver un habitué de quoi je me mêle, c'est Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Ça va ? Voilà, entrepreneur, blog, spécialiste des nouvelles techno, avec une actu qui est assez riche encore une fois cette semaine. On va parler des conséquences du télétravail en ces périodes de déconfinement. La Switch aussi qui a été piratée, cette affaire Trump-Huawei, avec peut-être aussi des représailles signées la Chine. Le FBI qui a réussi à débloquer un iPhone, alors qu'en théorie, c'est indébloquable. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais ça paraît compliqué. Et puis, alors vous le savez, si vous suivez Gonzague sur les réseaux sociaux, il a deux amours, le Wi-Fi et les vélos. Et donc, il va nous dire un petit peu quels sont les vélos qu'il a testés ces derniers temps, et notamment le fameux vélo français Angel. Alors, pas encore testé, mais qui sort bientôt et que je teste dès qu'il sort. Voilà. Bon, puis on en reparle. On en reparle, et puis il y aura aussi, je crois, un Vendemouf et un Cowboy. Vendemouf et Cowboy, ouais. Très bien. Voilà, vous savez tout. Frédéric, on va commencer par le télétravail. Alors, c'est Oui. un sujet que tu as traité, évidemment, beaucoup sur les antennes de ce groupe, qui a complètement bouleversé notre manière de communiquer. Et tu voulais faire un petit point, justement, sur tous ces outils, en fait, qui ont bouleversé notre manière de travailler à la maison et qui auront des conséquences, c'est sûr, sur le futur. Oui. On vivait déjà dans un monde numérique avec des outils, voilà. Mais là, c'est vrai que ce confinement a fait exploser les usages numériques. Là, j'ai fait une liste de tout ce qu'on a utilisé et qu'on n'utilisait pas forcément. Zoom. Est-ce que vous connaissiez Zoom il y a 2 mois? Oui. Donc, Alors, toi, moi, tu non. connaissais. C'est un peu mon travail. Ah voilà, c'est ça. Mais Rappelons que ton travail, c'est aussi de proposer des solutions professionnelles, en fait, Exactement. à des petites Ouais, entreprises, conseil en etc. informatique pour les Et alors, Mais moi, le perso, grand public, je moi, connaissais le pas nom Zoom. me disait vaguement quelque chose. Ça a été créé en 2011 quand Pour moi, même. Zoom, c'était le Zoom du téléphone. Voilà, c'est ça, hein, le Zoom pour permettre de grossir sur les photos. C'est une société qui a été créée en 2011. Il y avait, je crois, 5-10 millions d'utilisateurs quotidiens, donc c'était pas rien. C'était une belle start-up américaine. Aujourd'hui, on est à 200 millions d'utilisateurs quotidiens. Mes filles, je vais prendre des exemples personnels. Moi, mes filles, elles ont tous les jours l'école sur Zoom. Hein. Elles ont 2 heures avec la maîtresse où toute l'école est réunie. Sur Zoom, on reçoit le lien, on clique dessus et en 3 secondes, on se retrouve à faire la classe avec Zoom. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Juste, je te coupe. Pourquoi Zoom et pourquoi pas Skype? Pourquoi pas Teams? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Zoom a remporté tous les suffrages et non pas les autres services qui étaient là depuis des années? Alors, souvent, ce qu'on voit dans la technologie, c'est que c'est le pure player qui réussit. Hein, c'est rarement. Moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi Zoom n'a pas été créé par un GAFA. On parle de Google, de Facebook, des tentacules géantes partout, mais c'est vrai que c'est pas Facebook qui a créé Zoom, c'est pas Google, c'est pas Amazon, c'est pas Apple. Mais ils ont tous un peu leur player, service. parce que le pure player, c'est souvent le plus efficace, le plus simple, le plus facile. Alors avec des défauts, hein. On l'a vu avec Zoom. Il y a eu du piratage de Zoom. Zoom, les serveurs sont en Chine. Zoom a dû racheter une société qui permet le chiffrement de bout en bout de sa technologie, parce que voilà, il y a eu des intrusions lors de réunions Zoom, mais ça a été embauché, la meilleure solution, directeur la plus efficace. Le directeur de la sécurité, je crois, de Facebook Exactement, aussi. Exactement, ouais. Ils ont racheté une grosse société effectivement pour le chiffrement. En fait, Zoom, ce qui a fait que ça a bien marché par rapport à toutes les technos, par exemple, on parle de Google. Google, ils ont une offre visio qui n'est pas du tout claire. Tu as Meet Hangout, Duo. Il y a 12 000 apps qui ne marchent pas les unes avec les autres. Alors, ils sont en train de changer ça, mais ils ont un peu perdu le coche du confinement pour faire ce gros mouvement. Teams,
c'est un truc qui est quand même beaucoup plus entreprise. D'ailleurs, Zoom, en fait, les utilisateurs d'avant, c'était des gens qui étaient en entreprise. Et là où ça a décollé, c'est que c'est des particuliers qui se sont mis à l'utiliser à l'école, etc. Et ils ont aussi pris des raccourcis sur la sécurité des utilisateurs qui leur a permis de se déployer en s'installant sur Mac. Parce que macOS, maintenant, par exemple, on parlera de sécurité iPhone tout à l'heure, mais il y a de plus en plus de barrières de sécurité qui nécessitent, pour interagir avec le système, de plus en plus de clics. C'est pas très friendly pour que ta maman clique sur un lien et qu'elle soit dans une conférence. Eux, ils avaient pris des raccourcis un petit peu douteux qui leur a valu cette presse très négative. Et en même temps, ils restent la solution la plus simple pour le moment. Et puis ça marche sur tous les devices, c'est ça qui est fort avec Zoom, sur un PC, sur une tablette, sur un smartphone, etc., Android, iOS. Bon, le succès de Zoom qui a explosé, tiens, ça va être intéressant de voir si ce succès va perdurer maintenant qu'on commence à être déconfiné. Alors, ça va être intéressant de voir ça. Certainement moins, évidemment. Là, on était tous à la maison, on avait besoin de faire l'école, on avait besoin de travailler, on avait besoin de parler avec nos amis. Donc là, voilà, 200 millions d'utilisateurs par jour, ça va certainement baisser, mais on sent que la visio s'impose durablement. Le télétravail, il va se réduire avec le déconfinement, les gens vont retourner progressivement au boulot, eh bien, c'est quand même quelque chose qui s'est imposé. Dans les entreprises, on a vu qu'on pouvait travailler à la maison et continuer à rester en contact avec les équipes, à être force de proposition, à faire ce genre de choses-là. Donc Zoom, va certainement continuer. Alors pas à ce niveau-là, mais aujourd'hui, Zoom est valorisé, je crois, 23 fois Air France. Alors Air France a beaucoup chuté, mais c'est vrai qu'une petite start-up comme ça qui fait quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires aujourd'hui vaut plus des dizaines et des dizaines de milliards. C'est la start-up la plus valorisée au monde. Parce que le modèle économique de Zoom, rappelons-le, c'est vous avez une version gratuite et une version payante premium. Une version premium pour les entreprises, c'est à peu près le cas de tous ces applications, Slack c'est la même chose, Teams, voilà, c'est vraiment, on propose une solution grand public gratuite, WhatsApp évidemment, qui a explosé aussi durant ce confinement. J'ai listé un petit peu tout ce qu'on a utilisé dans le confinement. Donc pour le télétravail, il y a Slack, il y a Teams, donc la solution de Microsoft, Trello. La médecine, on a fait la téléconsultation qui a aussi explosé. Doctolib, alors Zoom pour l'école, École Directe. Dans le divertissement, alors Disney a eu du nez dans le divertissement. Ils ont lancé Disney+ au début du confinement. Là aussi, je crois qu'on est à 56 millions d'abonnés dans le monde. Amazon pour la communication et WhatsApp. Même si le lancement a été décalé pour Disney+, pour des raisons de congestion de réseau visiblement. Voilà, exactement, mais a fini par être lancé et c'est un succès monumental. Et donc, on se dit que finalement, ce confinement, alors il aurait peut-être eu lieu, si admettons, il y avait eu le coronavirus en 95, même en 2000, on en parlait avant l'émission, comment ça se serait passé ? Ça aurait été très difficile. Il y aurait dû avoir un confinement malgré tout. On n'aurait pas pu travailler, on n'aurait pas pu communiquer, on n'aurait pas pu acheter des produits pour des anniversaires. Moi, mes filles ont eu leur anniversaire pendant ces vacances. Voilà, on aurait acheté des petits cadeaux sur Amazon, ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est vrai que les technologies ont rendu ce confinement un peu plus supportable, si je pourrais dire. Avec les inconvénients, c'est qu'on est devenu un petit peu accro. C'est vrai que toutes ces notifications qu'on reçoit en permanence, il y a un effet un peu anxiogène. Moi, je prends mon téléphone, j'ai 50 messages WhatsApp, des appels Zoom, des visios, des choses comme ça. C'est vrai qu'on est un peu débordé. Il va falloir réguler ça, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça. Mais c'est vrai que ces technologies ont rendu tout ça un peu plus possible, un peu plus vivable que s'il n'y avait pas eu ces technologies. Gonzague ? On est des animaux sociaux, donc c'est vrai qu'on a besoin d'interaction et on a forcé un peu cette interaction via justement des outils de visio, etc. Oui, parce qu'en plus on était confinés, donc on avait encore plus besoin de communiquer finalement. Voilà, et c'est vrai que la partie de la population qui a de la chance dans ce confinement, c'est ceux qui ont pu continuer à j'appelle pas ça qu'une chance de travailler, mais tu pouvais continuer à bosser à la maison. Alors, c'est compliqué quand il faut gérer des enfants, etc. Mais il y a aussi d'autres gens qui, eux, ont dû aller, on a entendu l'expression d'aller au front, ça c'était plus complexe. Mais on est des animaux sociaux, donc c'est vrai que Instagram, Twitter, faire des visios avec des amis et des apéros, c'était assez cool. Et en même temps, à un moment, il y a un petit côté burn-out où tu te dis non, mais les gens, j'aimerais bien les voir en vrai. Et là, le déconfinement qui arrive en ce moment fait du bien à tout le monde, je crois. Moi, je sais pas vous, je vais vous raconter ma vie, mais j'ai fait un apéro visio pendant tout ce confinement. Oui, ça a duré une semaine, la mode. Ça n'a pas duré très longtemps. Alors, mais moi, à la fin de mon apéro visio, quand j'ai raccroché, je me suis retrouvé avec mon petit bol de chips. Tout seul. Ton verre de blanc. On était en famille, je n'étais pas tout seul, mais ça m'a déprimé, en fait. Oui. Je trouve qu'il y a un côté déprimant dans cet apéro visio, même si c'est mieux que rien, peut-être. En fait, ça donne lieu à un système où tu es obligé qui est pas mal.
d'attendre que l'autre ait fini de parler pour prendre la parole. Oui, parce qu'il y a le fameux décalage. C'est un truc qu'on fait pas du tout dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on se coupe, on a toujours une meilleure histoire à raconter que les autres. Et puis il y a des petits groupes de discussion qui se font quand on est en apéro. Là, tout le monde est obligé de parler du même service, enfin du même système, parce qu'en tout cas la même discussion, parce qu'après tout devient compliqué. Oui, malgré tout, c'est pas un dialogue très naturel. Non, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à écouter ce que disent les autres. C'est pas toujours très intéressant aussi. et puis, en fait, une fois que tu as fait un apéro, et ta semaine, il s'est rien passé dedans, donc normalement, la semaine suivante, qu'est-ce que tu racontes à tes amis? Oui, c'est vrai, parce que le problème, c'est qu'en confinement, on vivait pas grand-chose, quoi. Il se passait rien, si ce n'est de ces petits rendez-vous virtuels. Bon, et alors, un peu limité. Par contre, c'est intéressant, côté informatique entreprise, c'est que ce genre d'événement, ça donne une explosion de ce qu'on appelle le shadow IT. C'est en fait quand les utilisateurs d'une entreprise déploient eux-mêmes des solutions, comme Zoom, qui ne sont pas du tout validées par la boîte. Et en fait, ils prennent ce qui est pratique. Tu sais, ta société, elle t'a dit, toi, il faut que tu passes par ça, par ça, par ça. C'est pas du tout adapté à la situation. Et les utilisateurs mettent en place, parfois de façon dangereuse, parce que donc Zoom a quelques serveurs en Chine, etc., des solutions alternatives eux-mêmes. C'est ce qui a fait le succès de Dropbox. Et que maintenant, Dropbox est adopté par les entreprises. C'est que c'était beaucoup des particuliers qui l'utilisaient. Et les gens se sont mis à s'en servir sans le service informatique de leur boîte. Puis après, ils se sont dit, allez, on va le faire. Oui, voilà. Oui, c'est un peu le cheval de Troie, ouais, bien sûr. L'utilisateur perso. Et c'est vraiment une grosse tendance qu'on voit sur Zoom. C'est, attends, tout le monde utilise ça, pourquoi on ne fait pas ça dans la boîte aussi? Regardez, et tu le montres à ton patron, qui n'est pas forcément technophile, il va dire aux gens de l'informatique, mettez-moi ça, c'est simple, j'ai compris. Ok, pour le télétravail, on pourrait parler pendant des heures, mais il y a d'autres sujets assez intéressants, comme par exemple cette histoire, alors cette affaire Trump-Huawei, bien sûr, Frédéric, que tu suis au quotidien sur BFM Business. Oui. On rappelle un petit peu vite fait l'historique. Depuis l'année dernière, Huawei ne peut plus travailler avec la plupart des boîtes américaines, et notamment Google, ce qui fait que tous les nouveaux téléphones Huawei n'ont pas les services Google. Vous le savez, on en parle souvent dans De quoi je mail. On ne savait pas jusqu'à quand ça allait durer. Maintenant, on le sait, minimum encore 1 an, puisque Trump a décidé encore de sortir le bâton et de punir Huawei pendant 1 an. Google est interdit sur les téléphones Huawei au minimum. Alors, il y a 2 choses. Il y a Google. D'abord, l'administration américaine s'est attaquée au logiciel en disant Huawei, vous êtes potentiellement un agent chinois qui pouvait nous espionner. On va vous interdire l'accès à l'OS, à Android, donc au logiciel. Maintenant, Trump va plus loin et dit on va vous interdire l'accès au hardware. C'est-à-dire que dans les téléphones, il ne pourrait plus y avoir de semi-conducteurs. Ce qu'on appelle les semi-conducteurs, ce sont ces petites puces de 10 nanomètres qui sont présents dans les téléphones. Or, aujourd'hui, ces semi-conducteurs, ils sont produits en Asie. Il y a 3 producteurs de semi-conducteurs. Et notamment TSMC. TSMC, qui est un Taïwanais. Fondeur, Exactement. Samsung et Intel aussi, qui ont produit sur le territoire américain principalement. Donc Trump, ce qu'il dit, c'est que Huawei, vous avez triché. Vous avez utilisé des produits américains. Alors, ils sont produits en Asie, mais les donneurs d'ordre, ils sont principalement américains. Et la plupart des brevets sont américains, c'est les Qualcomm, c'est les Apple, c'est les Broadcom, c'est les AMD. Voilà. Ce sont les États-Unis qui développent la technologie du semi-conducteur et les fait fabriquer à l'étranger, et notamment à Taïwan, avec cette société, ce géant qu'on ne connaît pas, mais qui produit sur demande ces petites puces, donc TSMC. Aujourd'hui, Huawei utilise encore ces puces TSMC. Huawei n'est pas capable. Huawei, c'est un assembleur. Ils conçoivent des téléphones et ils vont acheter des puces à droite à gauche et ils les mettent ensemble. Voilà. Et donc, ce que dit Trump aujourd'hui, c'est que ces technologies-là, elles sont américaines. Vous n'avez pas le droit de les utiliser non plus. Et donc ça, c'est nouveau, donc ça veut dire qu'il durcit encore plus. Il durcit encore plus, voilà, il durcit en s'attaquant au hard. Ça veut dire qu'à terme, dans les téléphones Huawei, il n'y aura plus de puces fabriquées par ces 3 fabricants. Conçus, en tout cas aux États-Unis, et fabriqués par ces fabricants. Voilà l'attaque de Trump. Alors Trump, il y a une double stratégie. La première, c'est donc interdire aux Chinois d'utiliser des technologies américaines. La deuxième, c'est de dire aux Chinois, venez produire vos puces aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, ces puces, elles sont conçues aux États-Unis, mais elles sont produites en Asie, donc à Taïwan ou en Corée. Donc Trump veut rapatrier cette production. Donc c'est une stratégie patriotique. Voilà, c'est le make America great again. Il faut fabriquer ces puces aux États-Unis. Alors TSMC, qui veulent être dans les petits papiers de l'administration américaine, ils disent OK, on va investir 11 milliards de dollars, on va produire, on va créer une usine qui sera effective d'ici quelques années, où on va produire des puces de 5 nanomètres, encore plus petites que celles qui sont
aujourd'hui. Donc le but, on voit, c'est une guerre diplomatique entre la Chine et les États-Unis sur la maîtrise de la technologie. Mais ce qu'on voit, c'est que vraiment la mondialisation technologique où les produits étaient conçus aux États-Unis, fabriqués en Chine ou conçus en Chine et utilisés avec des technologies américaines, eh bien, il va y avoir deux blocs vraiment séparés entre des technologies chinoises qui utilisent des marques chinoises qui utilisent que des technologies chinoises et des technologies américaines avec 100% de marques américaines. Alors la nouveauté, est-ce qu'on va y gagner, nous, consommateurs? C'est pas certain. Alors, c'est une espèce de guerre froide technologique qui s'installe, mais surtout, on peut imaginer que la Chine ne va pas se laisser faire. Il va y avoir des représailles. La Chine peut avoir des atouts et, on va dire, mettre des bâtons dans les roues en tout cas chez de grands industriels américains comme par exemple Apple. Oui, et c'est peut-être au final que les smartphones d'Apple sont fabriqués en Chine. Oui, c'est peut-être au final les Américains qui ont le plus à perdre. Les Américains, c'est un gros marché, très riche, 300 millions d'habitants, mais la Chine, c'est encore plus gros. Alors certes, le PIB ou le PIB par tête est inférieur, ils achètent moins de produits, mais ça reste un marché en potentiel colossal pour Apple. Pour Apple aujourd'hui, je crois qu'ils réalisent entre 30 et 40% de leurs ventes en Chine. Et le ministère du commerce chinois a dit si c'est comme ça, monsieur Trump, nous, on a une liste noire d'entreprises américaines, on n'achètera plus. On n'achètera plus vos Boeing, on n'achètera plus vos solutions Cisco, on n'achètera plus vos Apple non plus, on n'achètera plus vos produits Apple. Donc finalement, est-ce que la Chine peut empêcher, par exemple, que les iPhones soient fabriqués à Shenzhen ? Non, la Chine ne peut pas empêcher que les iPhones soient fabriqués à Shenzhen, mais ils peuvent mettre des bâtons dans les roues, pas tant sur la production, mais surtout sur des taxes sur l'importation, sur des taxes d'importation, sur l'obligation d'utiliser telle technologie et pas d'autres, en disant les iPhones ne peuvent plus utiliser des technologies chinoises éventuellement, ils peuvent surenchérir le prix, et on sait qu'aujourd'hui Apple a beaucoup à perdre. Si le marché chinois se referme sur Apple est pas loin de la banqueroute. C'est Tim Apple, Cook ils qui doit vivent de être la inquiet, Chine. non ? C'est Tim Cook qui doit être inquiet, je pense. Notamment toutes les entreprises qui dépendent, parce qu'en fait, tout l'électronique mondiale quasiment dépend de composants chinois. Et alors, il y a un deuxième aspect à cette histoire avec Huawei, c'est la partie infrastructure, parce que là, on parlait beaucoup smartphones, etc. Et en fait, Huawei, c'est un très gros constructeur d'équipements qui sert pour l'infrastructure, c'est-à-dire les antennes et 5G, tous les systèmes, 4G, 5G, mais pas que, ils font en fait beaucoup d'informatique d'entreprise. Les routeurs Wi-Fi, des choses comme ça. Ils font plein de choses. Et ils sont... par exemple, quand tu achètes une box 4G chez un opérateur, il est probable qu'elle soit fabriquée par Huawei. C'est un des plus gros. Et en fait, en bloquant ça, ils foutent la merde parce qu'il y a des constructeurs qui ont déjà des opérateurs qui ont déjà une grosse partie de leur réseau en Huawei. Et le gouvernement américain dit non, maintenant il ne faut plus utiliser ça, il faut trouver autre chose. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Et l'argument de Huawei, c'est que c'est pas du tout en train d'augmenter la sécurité des infrastructures américaines de faire ça, puisque du coup, il va y avoir des opérateurs et tout type d'opérateurs de réseau, en fait, qui vont se retrouver avec plusieurs marques, beaucoup moins de cohérence dans le système. On défragmente la sécurité, finalement. Ouais, ou alors on la fragmente. On la fragmente plutôt, pardon. Et alors, ce qui est amusant, c'est que donc, le gouvernement américain a laissé 4 mois. 4 mois, d'une part, à Huawei pour utiliser d'autres technologies, le temps qu'ils se retournent, ils ne pourront plus utiliser TSMC, ils en utiliseront d'autres. Toutes les commandes qui ont été passées vont être honorées par TSMC. Exactement. Mais à partir de septembre, je crois que c'est fini. 15 septembre, c'est terminé, ils devront trouver d'autres solutions. Alors ils l'ont fait avec Android, ils ont trouvé un autre OS, ils le feront certainement. Mais aujourd'hui, Huawei n'a pas la capacité de fabriquer des puces. Je crois qu'ils n'ont pas l'ingénierie et le savoir. C'est ça le problème. Non, aujourd'hui, ils n'ont pas. Mais bon, ce sont des grosses entreprises. En Chine, il y a des expertises aussi. Donc on pense qu'ils y arriveront, c'est leur puce Kirin qui est notamment dans le viseur. Et surtout, le gouvernement américain a laissé aussi les infrastructures, les opérateurs utiliser les technologies Huawei pour, comme le disait Gonzague, développer la 5G aux États-Unis. Et là aussi, ils ont 4 mois pour trouver d'autres solutions. Mais Trump se dit, finalement, pendant 4 mois, la 5G va se développer aux États-Unis. Ça va notamment permettre, dans des régions qui sont un petit peu les zones blanches américaines, d'être équipées en Internet, avec des solutions Huawei pas chères, finalement, parce que Huawei, si c'est le leader mondial des infrastructures, c'est que leurs solutions, elles sont plutôt efficaces, plutôt pas chères. Alors, elles sont soupçonnées d'espionner, ça n'a jamais été démontré, ça n'a jamais été prouvé. Mais le gouvernement américain laisse quand même se développer ces technologies-là pour permettre aux Américains des zones un peu reculées et qui votent républicains aussi, parce qu'il y a aussi les élections américaines en fin d'année. Donc si ces électeurs américains sont équipés d'Internet, de 5G d'ici la fin de l'année, ils pourront, ça pourrait être intéressant aussi pour Donald Trump. Donc voilà, on joue un peu sur les deux tableaux, on accepte des technologies, mais pas trop, on mène une guerre froide avec la Chine. Donc c'est très compliqué tout ça, et on ne sait pas vraiment ce qui en sortira et si Trump
sera réélu, qu'est-ce que ça va donner et ce que donnerait une autre administration aussi. Est-ce que cette guerre avec la Chine va se poursuivre? La douce mélodie du Covid qui fait des dizaines de milliers de morts, évidemment, aux US. On enchaîne avec cette histoire étonnante du FBI qui aurait réussi à débloquer un iPhone sans l'aide d'Apple. C'est une première. Alors, c'est très compliqué. Vous savez que les iPhones aujourd'hui sont des véritables coffres-forts. À partir du moment où vous avez un compte iCloud, que vous mettez votre empreinte digitale ou votre visage, vous perdez votre téléphone ou on vous le vole. Il est très compliqué de le craquer, ce téléphone. Tant et si bien que le gouvernement américain a demandé plusieurs fois à Apple, pour des enquêtes, on va dire, judiciaires ou criminelles, de débloquer certains téléphones, et Apple a toujours refusé. Sauf que là, le FBI a réussi à débloquer un téléphone. Oui, alors... On se rappelle, donc c'était une fusillade. Alors, il y en a beaucoup des fusillades aux États-Unis. Donc là, c'était une fusillade tous les jours, qui a eu lieu en Floride en fin d'année dernière sur une base militaire de Pensacola qui a fait 3 morts. On a retrouvé sur le tireur, qui s'appelle Mohamed Saïd, un iPhone. Et à l'intérieur de cet iPhone, il y avait sans doute un iPhone abîmé. Et le FBI a voulu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur pour essayer de remonter les réseaux, les filières et savoir un petit peu à quoi était affilié cet auteur de cette fusillade. Ils ont demandé à Apple, comme ce qui s'était passé, on s'en rappelle, pour une fusillade en 2015, qui avait fait 17 morts cette fois. Apple a refusé de déverrouiller complètement l'iPhone. Et le FBI a annoncé cette semaine, c'était hier je crois, qu'ils avaient réussi à déverrouiller l'iPhone. Alors il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils auraient été aidés par une société israélienne. Bon, ça on n'en sait pas. C'est vrai qu'il y a une société israélienne qui est très très forte. C'est Cellerium qui fait des boîtiers que tu branches au smartphone et qui arrive à déplomber les téléphones. Voilà. On ne sait pas d'ailleurs comment, c'est très secret. Non, mais alors après, ils peuvent aussi utiliser des vulnérabilités d'anciennes versions de l'OS parce que tout le monde ne met pas à jour son smartphone, etc. Mais ils sont aussi capables de trouver des vulnérabilités récentes. Alors le FBI continue, c'est une guerre en fait entre l'État américain et les sociétés technologiques. Voilà. L'État américain il mène une guerre contre la Chine, mais il mène aussi une guerre contre ses propres sociétés technologiques. Le FBI fait pression et veut se mettre dans la poche l'opinion publique en disant voilà, ces sociétés technologiques auxquelles vous faites confiance, elles n'assurent peut-être la sécurité de vos informations dans votre téléphone, mais elles n'assurent pas la sécurité nationale. Aujourd'hui, il y a une fusillade, il y a un attentat terroriste. Nous, on veut essayer de savoir ce qui s'est passé, essayer d'enquêter. Ces sociétés technologiques nous empêchent. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils veulent faire pression un petit peu sur Apple en disant on a réussi à le déverrouiller sans vous. Mais ce que précise le FBI, c'est que la solution trouvée n'est pas générale. Ils disent voilà, ce qu'on a trouvé, c'est une petite faille. On a réussi sur ce cas-là à sortir les informations de ce téléphone. Ce qui a permis d'ailleurs de voir que l'auteur de cette fusillade aurait été en contact avec Al-Qaïda, c'est ce que dit le FBI. Apple, de son côté, dit non, vous faites, ne jouez pas à ça, vous faites pression sur l'opinion publique en faisant ça. Nous, on vous a fourni de l'aide. Apple a fourni de l'aide au FBI quand même. Ils leur ont donné les données légales, ce qui peuvent être données légalement à des autorités. Donc, ces données légales, c'est les sauvegardes iCloud, c'est l'historique des paiements, mais ils n'ont pas voulu aller plus loin, parce que voilà, ils sont aussi dans leur logique commerciale en disant nous, on assure la sécurité. C'est une très mauvaise publicité aussi pour on Apple. assure la sécurité de vos données. Nos téléphones sont très sûrs. Et ce que vous voulez, c'est qu'on fasse des backdoors, en gros une porte dérobée qui permettrait d'accéder à tous les téléphones sur demande judiciaire. Ça, on ne le fait pas, on ne veut pas et on ne le fera jamais. Voilà la guerre entre les autorités américaines et Apple. À suivre cette histoire. Voilà. Gonzague, il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on termine évidemment sur le vélo parce que c'est. Parlons mobilité. Voilà, un petit peu plus léger quand même. Vous l'avez peut-être vu, il y a beaucoup de villes de municipalités qui se sont mis à faire des pistes cyclables spéciales coronavirus pour permettre la distanciation sociale, pour certaines villes, quelque chose que j'aime bien, réduire la place de la voiture en ville. Et alors moi j'ai essayé. Et puis surtout pour inciter les gens à ne pas prendre les transports en commun. Aussi, parce qu'effectivement les transports en commun, par exemple en Ile-de-France, seraient saturés si tout le monde les utilisait. On ne pourrait pas du tout respecter la distanciation sociale. Et j'ai moi testé pas mal de vélos, dont des vélos à assistance électrique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'y mettre et qui ont peut-être besoin de conseils ou d'idées de modèles. Et alors il y a un article sur le site de 01net qui justement propose quelques-uns de ces vélos en comparatif. Moi, j'ai essayé le VanMoof S3, qui est le tout nouveau vélo de la marque néerlandaise. C'est un vélo à assistance électrique très, très intégré. Voilà, il est assez beau, la batterie est dans le tube. On le commande avec son smartphone. Il y a une alarme intelligente et un système de vitesse électronique. C'est quand même pas mal pour les aficionados de technologie qui ont en plus envie de se mettre au vélo
et il vous aide dans les montées puisqu'il y a l'assistance électrique. J'ai aussi essayé le Cowboy qui a été fondé par deux Belges. C'est un vélo, lui, qui a une batterie amovible assez stylée, un peu plus typé sport et pas de vitesse. Donc, et avec une courroie, donc c'est pour les gens qui aiment bien le vélo, ils verront l'intérêt de la chose. Très peu de maintenance, ça ne se salit pas. Et celui qu'on attend fortement, c'est le Angel de Marc Simoncini, le fondateur de Mythic, comme tout le monde le connaît, qui devrait sortir sous peu et qui vient d'annoncer que c'est Seb, la marque française Seb, qui fabriquerait les vélos et qui vient aussi d'annoncer un deuxième modèle de ce vélo, le S, avec une forme un petit peu différente, plus léger, je crois. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la main. Et dernière chose, pour conclure, je vous parlerai aussi de Véligo, qui est une initiative de la région Île-de-France qui permet pour 20 € par mois pendant 6 mois de louer un vélo électrique très bien équipé, et c'est-à-dire d'essayer pendant 6 mois sans être engagé dans une grosse somme, parce qu'un vélo électrique, ça peut coûter quand même assez cher. Ces Vélotech, voilà, en fait, le Cowboy et le Vandemoof, ça coûte 2000 €. Et tu peux monter dans des sommes. J'ai essayé un vélo moustache, marque française, à 4300 €. La vidéo est en ligne pour les curieux. Et là, on est dans des budgets effectivement plus importants. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que du coup, tu payes beaucoup moins d'assurance, tu payes pas d'essence, tu payes moins d'entretien, tu payes pas de stationnement. Et puis c'est bon pour la santé, accessoirement. Et c'est très bon pour la santé, regardez. Ouais, magnifique. Non, voilà. Mais Véligo, c'est vraiment une alternative intéressante pour les gens qui veulent s'y mettre et qui n'ont pas envie tout de suite de mettre 2000 €. En fait, 6 mois, 120 €. Et on a un vélo vraiment bien avec batterie amovible. C'est l'occasion de se faire la main. Fred, on parlait tout à l'heure de la révolution numérique avec ce confinement. L'autre révolution, c'est peut-être les mobilités douces, justement. Oui. C'est clair. C'est vrai qu'on le voit, les usages vélo explosent, les trottinettes aussi. Ça a été l'occasion de ce confinement d'essayer de se déplacer autrement. Alors même si on pouvait prendre la voiture pour aller faire des courses, c'est vrai que moi, pas toujours, je prends mon exemple personnel, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de choses à pied, j'ai beaucoup fait de choses à vélo. Alors j'ai pas un vélo électrique, j'ai un vrai vélo moi pour faire. Moi aussi. Il va falloir que tu regardes les comparatifs. Mais de Gonzague, c'est vrai que quand j'ai été, alors ça c'était plutôt pendant les grèves du mois de décembre. C'est vrai que j'ai beaucoup testé le vélo électrique, j'ai pris des Jump, j'ai pris d'autres marques. Et c'est vrai que quand on a goûté au vélo électrique, revenir au vrai vélo, on a du mal à pédaler. Moi, quand j'ai pris mon vélo après 2 mois de jump, je me suis dit, mais les freins sont bloqués, c'est pas possible, j'arrive pas à avancer. Donc c'est vrai que le vélo électrique, quand on y a goûté, on a du mal à revenir sur le vieux vélo. Et donc ce Véligo, ce concept à tester avant d'acheter. Voilà, vous voyez si ça vous va. Parce que en fait, le problème d'un vélo, déjà, c'est un conseil pour tout le monde avant d'acheter un vélo, parce que vous pouvez l'acheter sur Internet, etc. Vérifiez que vous allez pouvoir le rendre si vous n'êtes pas satisfait, parce que c'est très important de l'essayer et d'avoir une ergonomie adaptée, parce que tout le monde n'a pas la même carrure, tous les vélos n'ont pas le même format, et c'est très important, sinon vous allez vous faire mal et l'expérience ne sera pas bonne. Alors que c'est comme les voitures, il y a 1000 formats. C'est un peu comme une paire de chaussures, quoi. Il faut vraiment qu'on soit bien. Exactement. Voilà, et donc tu as des marques, notamment Vandemoof et je crois Cowboy, qui permettent de renvoyer le vélo pendant 1 mois si tu n'as pas été satisfait de ton expérience. C'est vachement bien. Très bien. Messieurs, merci. Frédéric Bianchi, c'était un plaisir de te recevoir. C'était un plaisir de revenir ici toujours. Et bien voilà, que vous pouvez retrouver sur BFM Business entre autres. Et merci aussi à Gonzague d'Ambricourt. Ton blog, Gonzague.me, donc mon prénom compliqué, .me, et sur Twitter Gonzague. Voilà, comme ça on pourra retrouver ta vidéo de test évidemment de vélo dont tu parlais il y a un instant. Ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant. On va parler de Wi-Fi. Tiens, quelles sont les nouveautés Wi-Fi pour cette année 2020 ? Comment améliorer sa couverture Wi-Fi ? On en parle avec Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.